l'importance de Saint-Pierre-l'Étrier. Et c'est là que je vous dis que les premiers chrétiens se réunissaient et il venait beaucoup de gens qui venaient de la civilisation grecque. Il y a donc cette inscription de Pectorios, qui est un nom grec, et il y a plusieurs autres documents qui nous prouvent qu'il y avait une colonie un petit peu venant d'Alexandrie et qui était installée là. À quelle époque? Oh ben, 4e siècle. Ah oui, ça c'est important, quoi. C'est ce qu'il y a presque de plus vénérable à Autun après les remparts, quoi. Oh ben, il y a de quoi s'occuper dans cette sacrée ville. La plupart de nos souvenirs, quoi, au Tulois, ils sont à Saint-Pantaléon. Donc Saint-Pantaléon, donc effectivement, ce qu'on en connaît effectivement ici de l'abbaye, c'est beaucoup de mentions faites de sources, de textes, qui racontent en fait la création de l'abbaye à la fin de la période mérovingienne, sous la houlette de l'évêque. Puis donc c'est une fondation de la reine Brunehaut, en fait, une reine mérovingienne qui a fondé cette abbaye précisément à la fin du VIe siècle. Voilà. Et donc on a des textes qui racontent un petit peu la vie de l'abbaye, notamment des périodes un petit peu de troubles, le fait qu'elle soit fortifiée, peut-être dès le début. En tout cas, on sait qu'à la fin du Moyen-Âge, elle comporte des fortifications importantes, qu'une partie de la ville s'y est réfugiée. Donc ça, on a des notions un petit peu sur l'histoire de cette grosse abbaye qui a au départ accueilli 300 moines, semble-t-il. En revanche, l'emplacement sur lequel s'élève l'abbaye, c'est des choses qui ne sont pas très bien connues. En fait, la légende dit que l'abbaye s'est élevée sur un ancien temple d'époque romaine. Donc ça, bon, évidemment, ça tient probablement lieu de la légende, hein. Saint-Martin ayant évangélisé la Gaule, voilà, il fallait faire tomber les anciens temples païens. Mais en revanche, le fait qu'il y ait un gros établissement, un gros bâtiment de l'époque romaine ici, c'est très fortement probable. En l'occurrence, les fouilles, enfin, il n'y a pas eu de fouilles, justement, c'est ça le gros problème, hein, de cet établissement-là, c'est que les gros travaux qui ont eu lieu après-guerre pour la construction des immeubles et des HLM, en fait, hein, de toute la cité, n'ont pas bénéficié de fouilles. En revanche, on a quelques lignes que du coup j'avais pas forcément connaissance, quelques lignes qui mentionnent l'existence de mosaïques, de chauffage par le sol, de murs, et de vestiges de l'Antiquité très importants. Les bulldozers, dans les années 60, auraient mis au jour effectivement des choses de cette époque-là, mais c'est très très peu et très mal documenté. Et effectivement, la réalisation des sondages qui ont eu lieu durant l'été en fait 2014 ont permis de confirmer la présence de vestiges d'époque gallo-romaine important, puisqu'on a des fragments de colonnes en porphyre polies, des choses qui ont l'air d'être assez somptueuses, mais qui n'étaient pas très bien documentées jusqu'à présent. Et donc là, ça confirmerait effectivement cette origine antique de l'abbaye. Sur toute l'esplanade qui est vierge évidemment de construction, peut-être entre les immeubles, parce que les immeubles, bon voilà, toutes les constructions, comme je le disais, qui ont été pas très bien suivies, même pas du tout suivies au niveau archéologique dans les après-guerre, hein. C'est pas un moment où effectivement on s'occupait d'archéologie, il y avait d'autres priorités. Là, les terrains sont quand même beaucoup bouleversés, mais pourquoi pas, il faudra regarder. Mais en revanche, toute l'esplanade vierge de construction, on aimerait bien y passer un radar, hein, qui est juste
qui est juste situé ici, hein, l'emplacement de l'ancienne abbaye. On aimerait bien effectivement faire passer un radar ou toute méthode qui permette de voir, hein, et d'entreapercevoir les vestiges du sous-sol sans avoir à creuser. En fait, hein. Donc ça, on aimerait bien lancer ce type de projet, puis reprendre toute la documentation qui est un petit peu dispersée, qui n'a pas forcément été revue depuis. Et pourquoi pas, une fois toute cette étude documentaire faite, faire des vrais sondages archéologiques pour un petit peu préciser la date de construction, les états éventuellement antérieurs à l'abbaye, d'époque romaine, à quoi on a affaire, de quand ça date, et puis effectivement peut-être redécouvrir un petit peu un pan de l'histoire de l'abbaye au niveau des vestiges. Là, il faut réfléchir à un projet, évidemment, et puis une fois monté ce projet, pourquoi pas se rapprocher de partenaires comme des universitaires, hein, et bénéficier ou de fonds ou de fonds financiers effectivement qui permettent de mener à bien ce projet. On n'a pas parlé beaucoup, on a parlé un petit peu des vestiges d'époque antique qu'on a pu entreapercevoir cet été, mais il y a deux choses, hein, qui ont pu être vues également. Première chose, les vestiges, c'est la première fois qu'on a pu vérifier la véracité, si vous voulez, des fortifications de l'abbaye par la mise en évidence en fait d'un énorme fossé de 7 mètres de largeur, de 2 mètres de profondeur, qui est taillé en V en fait. Voilà, vraiment un vrai fossé de fortification de l'époque médiévale, hein. Il reste à en préciser la datation. Donc ça, actuellement à l'entrée si vous voulez, des bâtiments du centre social. Voilà, son tracé se situe à cet emplacement-là. Donc ça, c'est un point très intéressant. Deuxième point intéressant, c'est la mise en évidence de sépultures et d'une petite nécropole, si vous voulez, avec notamment des sépultures d'enfants, donc entre 4 et 10 ans, qui était à un emplacement qui était assez inédit pour l'instant. Donc là, on va essayer un petit peu de remettre tout ça dans un contexte plus général. Alors... Oups. Et voilà. Je savais bien. Ah, j'ai fait sauter une dent. Là, je suis en train de fouiller ce qu'on appelle une sépulture. Donc là, Yannick vous a expliqué, on est dans le cadre d'un diagnostic archéologique lié aux aménagements du plan de rénovation urbaine, et on est dans l'enceinte du prieuré Saint-Martin, et donc il n'est pas illogique qu'on ait retrouvé des sépultures, là probablement une sépulture d'enfant. Donc on a commencé, ça se matérialise, vous voyez, par des taches plus brunes sur le sol naturel qui est jaune, des formes allongées qui nous font tout de suite penser à ce genre de vestiges. Puis notre travail, c'est de les dégager le plus rapidement possible, tout en essayant de garder la cohérence de la structure archéologique. Et puis c'est pas simple. Sépulture qu'on peut dater, on sait déjà. On pense être là, je vais faire large, sépulture du Moyen-Âge, liée donc au prieuré. Après, il faudra voir plus précisément s'il y a du mobilier, c'est-à-dire soit des céramiques, soit des objets qui accompagnent le défunt pour donner une date plus précise. Pour l'instant, en l'occurrence, vous voyez, j'ai que le crâne qui vient d'apparaître, et il me reste encore tout le reste à dégager. Donc là, vous avez le haut de la tête. Je ne sais pas encore dans quelle position il est parce que les dents apparaissent dessous, alors je ne sais pas trop. Je ne suis même pas encore sûre qu'il y ait le reste pour l'instant. Ça dépend en fait, souvent ce qu'on appelle le substrat, le sol géologique est parfois très acide à Autun, et dans certains secteurs on ne retrouve pas forcément les ossements, ou alors dans un très mauvais état. Morgane, mon collègue, en a fouillé une, il vous montrera juste un peu plus loin. Les ossements sont vraiment en très mauvais état, voilà. Quand on décape, donc ça forme à peu près une structure à peu près comme ceci là. On voit en fait les différences de couleur de la terre. Généralement, comme c'est une structure qui a été creusée et remblayée à l'époque, on va avoir en fait une couleur de terre qui sera plus foncée lors du décapage, qui sera bien délimitée pour les sépultures de forme rectangulaire. Généralement, l'intérieur de la sépulture, donc sur celle-ci, c'est des sépultures d'enfants de taille très petite.
On estime à peu près qu'il devait faire 1 mètre, donc c'est pas très grand. En fait ici on distingue au centre un petit coffrage de bois, ici. On voit ses limites là et là. Donc c'est très serré, c'est très petit et en fait de part et d'autre généralement il y a des petits blocs qui permettaient de caler le coffre en bois après une fois qu'on met la terre par-dessus, une fois enfouissement en fait. Il n'y a qu'une seule personne par sépulture, par tombe. Ça peut arriver qu'il y ait plusieurs défunts par sépulture, mais on n'en a pas ici. Après, ça arrive effectivement, c'est ce qu'on appelle des citernes, où il y a énormément, généralement de personnes qui sont déposées un peu comme, on pourrait dire un peu comme des sacs poubelles qu'on balance dans la poubelle. Hein. C'est le même principe un peu. Hein. Quand c'est entassés les uns sur les autres, ça rime plus à rien parce qu'il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de, je pourrais dire, pas de respect du mort, on pourrait dire. Là, il y en a. Il y en a et c'est tout nouveau pour le coin ici à Saint-Pantaléon. Du coup, précisément, on est sur un diagnostic archéologique et plus exactement un suivi de travaux. C'est-à-dire qu'on intervient aujourd'hui pendant une semaine, c'était calé en fait sur une semaine, on intervient à l'endroit exact où vont se dérouler des travaux liés, si vous voulez, à la mise en valeur du prieuré. Et notamment les travaux concernent la mise en place d'escaliers, de zones d'accès en fait qui nécessitent, comme vous le voyez en fait derrière nous, qui nécessitent des creusements et des terrassements. Donc là nous on s'est arrêté effectivement sur dès l'apparition des vestiges archéologiques, on a demandé à l'appel de s'arrêter et là on a globalement une semaine pour dégager les vestiges, les archiver, les documenter, les fouiller, les photographier, prélever le mobilier et ensuite le traiter en laboratoire. Je suis né ici, à la Tuerie, donc, Qui était à la place de la salle des fêtes. qui est, oui, qui était à la place de la salle des fêtes. Ben, il y avait des grands bâtiments, des bâtiments qui faisaient, je sais pas, qui allaient du bord de là jusque sur le bord de la route. Vous aviez un hangar d'un côté, hein, qui était dans ce sens-là. Vous aviez un hangar, vous aviez un autre bâtiment qui était dans ce sens-là, qui avait donc la fabrication des briques d'un côté. Au bout, vous aviez tout dans le même prolongement. Vous aviez les fours qui allaient jusqu'au bord de la route. Et sur l'autre côté, vous aviez un autre hangar qui servait à sécher les briques, quoi. Mon père est arrivé ici en 1929, puis il l'a quitté en 1972, je crois. Du fait que la tuilerie a été vendue et qu'il fallait s'en aller, quoi, puisqu'ils ont été expulsés. Mais, attendez, la tuilerie a dû être vendue en 1968, donc ils sont restés un petit peu comme ça, puis un beau jour, il a fallu qu'ils s'en aillent, quoi. Donc ils ont quitté en 1972. D'accord. Et vous-même, alors, vous avez travaillé ici? Oui, 6 mois. Oui. J'étais au chômage, j'avais pas de boulot. Le patron de la tuerie m'a dit, bon, si tu veux, tu travailles du mois d'avril. C'était saisonnier. Ça commençait au mois d'avril, quand les gelées étaient finies, la fabrication. Et puis ça s'arrêtait au mois d'octobre, à cause des gelées, quoi, de l'hiver. Mais les fours continuaient. C'est-à-dire que mes parents travaillaient, mon père travaillait tout le temps, parce qu'il travaillait donc au départ à la fabrication des briques et après à la cuisson. Puisqu'il était cuiseur, de métier, il était cuiseur. Donc il faisait la fabrication et quand les briques étaient sèches, quand il y avait tout était fabriqué, lui il travaillait donc tout l'hiver à fabriquer, à cuire les gazons, les tuiles, parce qu'il faisait de la tuile romaine ici. C'était une grosse activité, donc. Oui, mais il n'y avait pas beaucoup d'ouvriers. Non, ils étaient combien? Peut-être une quinzaine, pas plus. Hein.
L'usine était importante en surface, mais enfin, elle occupait quand même du monde. Hein. Puis ça a duré depuis, je ne sais pas, avant c'était Cousseau, Cognard et Chevalier qui l'avait fait, je ne me souviens plus des années, moi c'était dans les années 1800 quelqu'un, 1900 quoi, que l'usine a dû se construire. Il y a des documents. Oui, il y a des documents, pour ça. Et ils prenaient la terre tout là, autour là. Tout autour, ici. Voilà, qui arrivait donc par la glaise. La glaise. Vous aviez un petit chemin, des rails qui allaient là-haut, et ils amenaient la terre par wagonnet qui était déversée. Il y avait un espèce de... Là au bout, il y avait une espèce de... un récupérateur. Un récupérateur, oui, pour stocker la terre. Puis elle était montée par un treuil au-dessus, dans l'usine de fabrication. Donc au-dessus, vous aviez un broyeur qui broyait la terre, elle descendait, puis en dessous, c'était la fabrication de la brique, des briques, des tuiles, enfin tout ce qui se fabriquait ici. Il y avait tuiles romaines, mais c'était fabriqué à la main, là, les tuiles. Ils faisaient des plaques. Des bonnes tuiles. Hein. Oui, ils faisaient des petites plaques qui étaient comme ça, puis après, elle était passée sous un... Il la posait sous un moule à la main. Il le pressait tout à la main. Mon père faisait ça quand puis le père de Michel Zanuto, mais lui, il était contremaître. C'est quand la ZUP a commencé à se construire. Dans les années 60. Voilà. Quand on est revenu d'Italie, tu disais que c'était en 63. Oui, on est allé... Ça a commencé, qui ont commencé. Les travaux, quand ils ont fait la route, qui descend tout droit là, qui descend au point. Nous, quand on est parti, parce que quand on est parti, on passait devant le cimetière. Quand on est parti en Italie en vacances. Pas maintenant. Vous savez, où il y a les escaliers, vous montez les escaliers. Là. Non, c'est pas dans ce sens. Quand on est revenu, il y avait 10 mètres de terre. On est obligé de reprendre. Heureusement qu'on connaissait, on a repris sur le côté. J'étais perdu. Presque, on n'avait plus de route. La route, c'est celle qui, quand vous arrivez à Attaque, vous montez des escaliers. Oui. Là, et puis vous retombez. C'était là. Ça a été tout bouleversé. Totalement bouleversé. Il y avait des petites maisons. Il prévoyait 30 000 habitants à Autun, hein. Donc il fallait construire. Mais bon, on ne va pas dire la démographie de maintenant parce que c'est fichu. T'as commencé où? T'as fini où? Hein? Bon, il est arrivé en France en 1966. 66, c'est ça? Moi, il est parti 65. 65, oui. 65. 65. 19 mars 65. Les bouchers chez Bouchard, jusqu'à 67. 67 jusqu'à 95, 90. Jusqu'à 90, il a sorti le brillant traite à Chidim. Après, ça marche bien, ça va très bien. Reste le brillant traite, reste 5 ans jusqu'à 95. Après, il vient ici, il est parti là-bas, il reste ici 2-3 mois, il est parti là-bas, il reste 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, il tourne ici. Même la baie, le traite, c'est la baie là-bas, dans la banque Crédit Agricole. Il travaille chez Dim, les collants, c'est un gorge, les chaussettes et tout ça. Chez Dim, ça, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Non, le travail, la charge. La charge. Après, chaque fois, il est parti. Le déplacement, il est parti à Château-Cheneau, il est parti à. Je sais pas comment ça s'appelle, le reste là-bas, après il est tourné toujours chez Dim, moi. Le travail des usines, chez Bouchard, il n'y a pas longtemps c'est Bouchard. Le reste tout chez Dim.
Oui, ça va, c'est très bien. Vive la France. Oui, c'est vrai, oui. Il est tout content. Il se porte très bien. Dire que je me sens bien. Là, c'est qu'un pendant une trentaine d'années. Il est parti en 65. Moi, j'étais gosse, un petit, à l'école primaire. Il est parti en 65, en 1965. Il faisait quoi? Il travaillait n'importe quel, à manœuvre. Dans la maçonnerie. Il n'a pas une spécialité. Il travaille dans une usine de boissons, comme des palettes de boissons et des caisses, triage des bouteilles à Chalon-sur-Saône, dans une usine qui s'appelle Big Bo. L'eau minérale, la boisson, la bière, n'importe quelle. Il a travaillé comme un marabout. Et puis il a fait un accident mortel en 1977. Il est resté à l'hôpital pendant 4 ans. Puis il est rentré en Tunisie ici. Maintenant il touche la retraite et comme un accident, une majorité, un accident de travail. Il y a un enfant qui travaille comme coiffeur ici. 3 filles qui sont mariées, deux filles qui sont mariées en France. Ils n'ont pas trouvé du travail ici. Alors ils sont partis en France, ils travaillent maintenant. Ils sont mariés avec 2 Manziliens et ils ont une double nationalité. C'est tout. D'accord. Le protectorat en Tunisie, donc la colonisation, a été entre autres une entreprise d'emploi. Donc ça c'est l'élément fondamental. Et dans cette relation de colonisation, il y a eu des séquences. En 1956, en Tunisie, l'indépendance a eu lieu le 20 mars. Et ça a été en quelque sorte, pour les gens qui avaient un emploi stable, ça a été subite, ça a été cassant. Et il y a des gens de la première génération, 56-57, qui s'étaient trouvés dans l'obligation de rejoindre leur patron, de rejoindre leur employeur, parce que la coupure était réellement brusque. Ils ne pouvaient pas se permettre le luxe de ne plus travailler ou de rester en chômage à partir du moment où leur employeur a quitté le pays et s'est installé en France. Donc dans le Sahel, c'est-à-dire autour des 2 grandes villes de Sousse d'abord et de Monastir ensuite, les structures agraires, avec le départ du colon, se sont détériorées terriblement et les gens de la population de la campagne ne trouvaient pas d'emploi dans les villes de Monastir et de Sousse, donc il n'y avait que cette possibilité. Et puis l'aubaine a été donnée parce que vous venez de dire, un chef d'entreprise demande à l'un des ouvriers d'emmener 15 ou 20, et c'était le clan, la famille, la tribu.
Et automatiquement, quand le travail est acquis et quand le poste d'emploi ne pose pas de problème, il suffisait de rien pour prendre un billet et aller vers l'Eldorado. Et donc, c'était perçu comme ça. Et toutes les familles avaient des représentants qui les faisaient vivre à travers les mandats qu'ils envoyaient à partir de la France. Et le problème de la qualité du travail, de la qualité de vie qui s'accompagnait à cela n'était pas très importante. L'essentiel était d'avoir un travail qui pouvait être rémunéré et donc qui donnait à la famille la faculté de bien vivre. Les gens qui sont restés ici, qui ont fait des études et qui ont des postes d'emploi assez respectables en termes de hiérarchie sociale, savent qu'ils ne touchent pas la moitié de ce que touche un manœuvre en France. Par les temps qui courent en Tunisie, la situation est beaucoup plus fermée, beaucoup plus figée par rapport à ces jeunes. Et donc, à mon sens, il faut saisir cette chance. 1. 2. Il faut s'imposer dans la société française par le biais de l'associatif, par le biais des activités culturelles, etc., pour montrer que ce Bougnoul est un être humain à part entière et qu'il est capable d'enrichir le cursus de la France en termes d'histoire, en termes de culture, en termes d'évolution, etc. Et que la France est un pays qui a la chance d'avoir une multitude de richesses culturelles, intellectuelles, d'origine sociale, etc., qui fait sa grandeur. Ce n'est pas le fait de se recroqueviller sur soi-même et de vivre sa petite personnalité, entre guillemets, qui fait des nations de grandes nations. Les grandes nations, c'est les nations qui savent s'ouvrir et qui savent s'enrichir. C'est une immigration de connaissances. Je veux dire, quand les gens venaient ici, ils s'installaient là où ils avaient des membres de famille, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure d'accueil. Hein. L'immigration, elle était anarchique, et surtout quand on faisait venir, donc les gens allaient là où on connaissait des personnes, quoi. Ils ne peuvent pas s'aventurer à aller ailleurs. Donc, par exemple, sur la Tunisie, il y a des régions, par exemple, du sud tunisien, ils sont tous installés sur Lyon. Il y a le côté de Sousse, à Msaken, ils sont tous installés à Nice, et sur la côte, enfin surtout à Nice, sur la ville de Nice. De Manzil Kamel, ils se sont installés dans 3 lieux, dans 2 départements, 3 lieux. Alors Autun et Chalon-sur-Saône, majoritairement, et dans la Loire, il y a Saint-Étienne, Rive-d'Igier, Saint-Chamond. Et je veux dire que c'est dans les 2 cas, c'est par les connaissances qu'on s'installe. Hein. Quand on est arrivé en France, il n'y avait pas d'infrastructure d'accueil. Il n'y avait pas de logement. Généralement, les gens dormaient dans les chambres juste à côté des ateliers, juste à côté des usines. Et il y avait l'employeur qui employait, il faisait dormir les ouvriers. C'est comme dans les maisons de mine. Pareil, c'est identique, c'est le même système. Voilà. Donc il n'y avait pas d'infrastructure d'accueil, tout ça. On est un peu français, on est un peu tunisien, ou on est de moins en moins tunisien, et on est de plus en plus de français. Pour les gens qui sont conscients, ils prennent les meilleurs de 2 civilisations, de 2 cultures, et puis ils surfent sur le 2. Alors, concernant les Tunisiens de Tunisie, quand ils disent les Français, ils parlent des migrants. Alors là-bas, ils disent, au début, les enfants, ils disent là-bas chez nous. D'abord, on leur a donné le surnom de là-bas chez nous. Les jeunes, tous les jeunes migrants, on les appelle, tiens, les là-bas chez nous. Là-bas chez nous, ça veut dire que, voilà, comment se fait-il qu'ils ont un chez eux là-bas, qu'est-ce qu'ils foutent ici, quoi. Alors, les immigrés, jeunes ou moins jeunes, sont rejetés par les 2 sociétés.
Ils sont rejetés ici parce que, soi-disant, ils sont arabes. Et ils sont rejetés par la société là-bas. Rejetés, quand je dis rejetés, c'est-à-dire on ne les fréquente pas, on les fréquente moins, parce que ils viennent de là-bas. Voilà. Mon chemin à moi je suis venu jeune, très jeune. Je suis un immigré économique, je suis l'aîné de la famille. Je suis venu pour subvenir aux besoins de mes parents, mes frères et sœurs. Donc, et j'ai fait un autre parcours parce que j'ai choisi la curiosité et j'ai fait autre chose que le parcours simplement du travail et de... T'avais quel âge quand tu es arrivé? À 17 ans. Je suis arrivé à l'âge de 17 ans et là j'en ai presque 45 ans d'existence en France. Mais j'ai 62 ans. Le but de ce centre, c'est aider les personnes immigrées à mieux s'intégrer dans la société française, lutter contre toute forme de discrimination, partager les valeurs de la République, égalité, solidarité, interculturalité. Voilà. Donc le PRU a débuté en 2008-2009 donc jusqu'à aujourd'hui et donc ma feuille de route est de conduire et de finir le PRU de maintenant donc mi-2013, fin 2013 jusqu'à fin 2015. Donc il nous reste encore 2 ans, 2 grosses années encore de travaux. Donc actuellement au niveau des travaux, il y a on parle par secteur en fait de travaux. Donc il y a le secteur 8, aménagement des abords du prieuré Saint-Martin, donc où nous sommes. Donc une première phase de travaux a été finie avec l'aménagement du square du prieuré Saint-Martin, de la cour du prieuré. Et il y a une autre tranche qui va débuter en 2014, où nous sommes en fait, avec la reprise de ce parking, de l'accès des bâtiments 19, 20, 21 et la reprise du petit îlot central en fait pour enlever le stationnement et le reporter le long du boulevard Maréchal Leclerc. Donc ceci dans la perspective de sécuriser les déplacements piétons, voitures et aussi de créer plein de liaisons douces, liaisons PMR, donc une véritable entrée au parc par le prieuré. Donc ça vient conforter en fait l'équipement du prieuré. Un autre secteur de travaux, le secteur qu'on appelle 4, c'est l'aménagement des espaces extérieurs des bâtiments 10 à 21, donc qu'on voit là. Donc là, on a un groupement de commandes ville-OPAC, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des marchés de travaux ville et OPAC qui se déroulent en même temps. Donc on a sélectionné les mêmes entreprises pour cela. Donc avec la création d'une nouvelle voie de desserte pour les bâtiments d'habitation, le report du stationnement contre cette nouvelle voie, le réaménagement des placettes autour des blocs d'habitation, donc 10 à 21, la création également de plein de liaisons douces en fait qui conduisent au parc, mais aussi à l'école Victor Hugo, donc c'est ce qu'on appelle le chemin des écoliers qui va être repris. Donc là, une rénovation complète de l'éclairage, une reprise du mobilier urbain, voilà. Et surtout aussi quelque chose qui va être marquant, c'est ce qu'on appelle le reprofilage du talus du parc, parce que là aujourd'hui le parc il y a un effet topographique, c'est assez marqué, voilà, il y a un dénivelé important, donc de venir faire entre guillemets couler le parc le long des habitations avec l'abattage du rideau de résineux. Donc là il y a une vraie ouverture des habitations, du parc, voilà, donc ça c'était un aspect important de ces travaux. Dans les travaux à venir en 2014, il y a tout ce qui concerne l'école Victor Hugo. Donc là, il y a 2 opérations. Le réaménagement du parvis devant l'école, donc là qui est financé en partie par la région, et une opération aussi de rénovation partielle du bâtiment de l'école Victor Hugo en lui-même, où l'ANRU intervient. Donc là c'est programmé en 2014 et en 2015 il y aura l'aménagement de tout ce qu'on appelle l'entrée de quartier. Donc à partir du giratoire devant la mairie jusqu'au bout de l'avenue de la République. Donc là l'objectif est de redimensionner en fait cette 4 voies qui est un peu surdimensionnée à 2 voies et pareil donner plus de place aux piétons, aux cyclistes, voilà, permettre plus de circulation et donner plus de centralité aussi à la mairie de proximité.
Donc là, nous, en fait, justement, le PRU à Autun a la particularité de bien fonctionner avec ce qu'on appelle le volet social d'accompagnement. Donc là, c'est Madame Nera avec nous qui travaille énormément sur ce dossier, et bien sûr avec tous les partenaires sociaux. Donc là, il y a tout un ensemble en fait, d'actions de communication, de concertation qui sont mises en place. Donc on essaye de faire au maximum une information sur les travaux en cours, au travers de lettres, au travers de réunions, au travers de présentations, notamment dans les repas PRU. On associe aussi au maximum les habitants, les partenaires au moment de la concertation en amont, au moment de l'étude des projets d'aménagement pour définir vraiment ce qui pourrait être intéressant de faire. Et voilà. Mais comment on arrête? On vient de chercher à 6 heures. Écoutez, oui, si vous pouvez me reprendre avant ce soir. Non, c'est impressionnant. Ah, on rame pendant les élections, on rame. Qui est une entreprise sociale pour l'habitat qui gère 6000 logements sur la Bourgogne, 3 départements, donc Nièvre, Saône-et-Loire et Grand Dijon maintenant, 95 collaborateurs, siège social à Nevers et agence commerciale sur Châlons et Dijon. Donc on a décidé de s'engager dans une réhabilitation sur Autun. Nous sommes propriétaires au total de 122 logements sur Autun et ici 42 logements que nous allons réhabiliter sur évidemment l'amélioration du confort des locataires. Donc, on met 30 000 € par logement de travaux, amélioration du confort, réfection d'un certain nombre d'équipements à l'intérieur du logement, les salles de bain, chauffage, menuiserie extérieure, grosse campagne aussi de ravalement de façade sur l'immeuble. Et puis on va améliorer aussi tout ce qui est résidentialisation de site de manière à traiter aussi les abords extérieurs, les espaces verts et donner un petit peu caractère résidentiel à cet immeuble qui le nécessite. Alors on a mis un peu de temps à réhabiliter cette opération, en tout cas à s'engager, cette opération fait partie d'un plan d'investissement de plus de 8 millions d'euros que nous allons engager sur 10 opérations dans la Nièvre et 10 opérations dans la Saône-et-Loire. Et celle-ci est quasiment la première qu'on fait, puisqu'on va engager 1 300 000 € de travaux sur cette opération, financée à 35% sur les fonds propres de la société et à 65% par des emprunts qui sont garantis par la collectivité locale d'Autun. Donc un gros partenariat aussi avec la collectivité locale, les associations, les partenaires, les amicales de locataires et tout un ensemble d'idées qu'on a encore au-delà avec monsieur le maire sur notamment la mobilité des locataires. Nous sommes un organisme avec des actionnaires privés qui souhaitent qu'effectivement on puisse avoir une qualité de service et une amélioration du patrimoine au même titre que les organismes sociaux publics. On est privé, mais il y a des organismes sociaux publics et on est soumis aux mêmes lois et au même cadre du Code de l'habitat et de la construction. Les loyers sont plafonnés au même titre que les autres organismes par des conventions négociées avec l'État. Là, on a signé un protocole avec les amicales de locataires en début d'année 2013 pour justement aussi en contrepartie d'un investissement sur les logements, augmenter légèrement et au cas par cas les loyers pour effectivement qu'on puisse financer l'opération. Mais globalement, on est soumis à la même réglementation qu'un organisme public comme l'OPAC ou comme d'autres sur d'autres territoires. Là, les déchets, faut compter 7 ou 8 mois. Parce que là, là c'est pas encore fini, on reconnaît encore, il y a des choses, on reconnaît encore un petit peu ce que c'est. Les filtres, le café, c'est pas encore décomposé. Tu j'en ai pas. Ah, Léon, Léon, viens voir, je vais te porter. Avec des vers de terre. Ouais, non, regarde. Mais t'as pas le droit de toucher. Là, c'est très vivant, là, donc ça veut dire que ça marche bien. Par contre, il faut faire attention, là, le plastique, ça, on peut pas le manger. Des vers de terre. Et du coup Et t'appuies sur lequel? Moi, j'appuie sur le rond complet. Et ben en fait, quand tu fais pipi, il faut appuyer sur le petit. Oui, et le grand pour faire caca.
Quelle quantité d'eau contient une chasse d'eau standard? Écoute d'abord. 3, 6 ou 12 litres? 12 litres. Oui, bravo. Le changement, c'est quand? Demain. Le changement, c'est dur. Oh, c'est trop dur. Demain. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Recyclage ou non, futur. Recyclage ou non? Futur. Oh, la jeunesse, le futur, ça vous concerne. Alors j'aimerais un petit peu plus d'enthousiasme, s'il vous plaît, d'accord? D'accord? Recyclage ou non? Futur. Non, quand vous voulez, vous pouvez faire mieux, hein, Recyclage ou non? Ah, yes, ça vient. Il vous suffit de répéter après moi. Attention. La démo-caca, c'est la démo-caqui. La démo-caca, c'est la démo-caqui. La démo-caca, c'est la démo-caqui. La démo-gaga, c'est la démocratie. La démocratie, c'est la démocratie. Qui caca, qui pipi, qui capitule devant le gros caca, capitalisme. Yeah, rock'n'roll. Donc le spectacle c'est Plasticos, le nom du personnage qui est en train d'apparaître là. Alors pourquoi Plasticos? Peut-être parce qu'il a des bouteilles plastiques sur la tête. Bon, vous avez pu constater dans les bouteilles plastiques il y a des machins, mais ça c'est parce que j'ai essayé de faire du tri dans ma tête. Voilà, et voilà, pas trouvé grand chose. Ceci dit, le sujet du spectacle c'est pas le tri dans la tête, c'est le tri dans la poubelle. Donc là je me suis mis sur ma poubelle, c'est bien pratique, ça me sert de table aussi. Et à l'intérieur j'ai mes propres déchets que je vais tout déballer par terre, je vais tout vider, donc les gamins ils vont sûrement pas être contents. Mais après le but c'est de raconter un peu des histoires autour de ces déchets, de faire des petits tours de magie, des anecdotes. Et à la fin bien sûr, de laisser l'espace aussi propre en sortant qu'on le trouve en entrant. Donc là je me fais aider par les enfants pour trier les déchets et les mettre dans les bonnes cases, pour tout remettre dans ma poubelle et repartir comme ça. En 2003 c'est parti sur un coup de colère au départ, je ne savais pas bien où j'allais quand j'ai commencé à inventer cette histoire de crête et de poubelle. Petit à petit les idées sont venues. Et après l'avoir joué pendant 6 mois, 1 an, effectivement on a eu un partenariat avec comment ça s'appelle, Éco-emballage. Voilà. Qui ont vu le spectacle, qui ont bien aimé, et donc qui nous disons, il n'y a pas d'échange financier, c'est plus un gage de confiance pour les organisateurs. Oh, excuse-moi, je m'étais endormi. Oh, tu sais quoi? J'ai fait un cauchemar. C'est quoi? Tu te racontes? Ouais. Bouge pas, je te raconte. Je me promenais tranquillement quand tout à coup, la voix annonça dans les micros. Attention, attention mesdames et messieurs, dans un instant, 30% de réduction sur tous les produits marqués d'un point jaune. Alors là, je vis une foule apparaître d'on ne sait où. Les gens se bousculaient, me bousculaient pour essayer de ramasser un maximum de produits marqués d'un point. Il y en a 2 qui suivent. Attends. Oh. Celui-là, je le mets dans ma poche. Non, attends. Celui-là, je le mets avec celui-là. Là, tu fermes la main. Très bien. Attention. Oh, tous aux abris, Brahim. Ça touille ou ça gratouille? Ça gratouille. Oh, monsieur Brahim, petit contrôle de sécurité. Ouvrez les mains. Attends, Brahim, tu remets tout là. Oui, c'est de la magie. Très bien. 3, 3. Non, attends. Il faut compter tous en même temps, sinon moi je me fais des nœuds. T'es prêt? 1, 2, 3. Recyclage ou non? Merci. Alors que...
Alors, elle arrive sur la vitre, et puis elle marche sur la vitre comme ça. Donc Alexandra, elle manipule les pieds, tac, tac. Moi, je tiens la tête, comme ça. Donc, en profil, elle est comme ça. Et après, pour faire la forme qui est ici, c'est une autre marionnette, qui est toute rouge, qu'on a trempée dans la peinture rouge, et comme un pochoir, comme un tampon. On est venu l'imprimer dessus, et on l'a fait bouger avec la peinture. Donc, ça fait une empreinte rouge. Elle est derrière. Je ne vais pas toutes les sortir. Avec des ailes, c'était quoi? Une fée. Ils ont pris la fée, ils ont mis avec. En fait, on fait comme ça, comme sur la neige. On fait comme ça. Comme sur la neige. Exactement. Peut-être qu'en fait, si je me raconte une histoire, moi. C'est à toi d'imaginer. Parce qu'en fait, ça raconte pas une histoire. Ça peut raconter plein d'histoires. Suivant la personne qui regarde, ça raconte une histoire différente. De la liberté, on dirait pareil. Et pourquoi ça te fait penser à cette statue? Parce que elle est en statue.